Il y a un peu plus d'un an, nous vous avions proposé notre nouvelle émission sur notre beau plateau Vigo TV sur l'ostéoporose. À la suite de cette émission, nous avons reçu énormément de questions sur les traitements de l'ostéoporose. Et comme vous le savez, vos questions, c'est ce qui nous guide dans nos choix pour l'émission Vigo TV. Nous avons donc décidé d'essayer d'y apporter des réponses aujourd'hui avec le professeur Thomas Fonck-Brentano et le professeur Benjamin Salmon. Mais juste avant l'émission, je vous rappelle que vous pouvez aider Vigo TV en vous abonnant à la chaîne, en partageant nos vidéos et surtout en nous mettant des petits commentaires. On se retrouve tout de suite en plateau. Vigo TV, c'est parti. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Vigo TV. Aujourd'hui, comme nous vous l'avions promis suite à l'émission de l'année dernière, nous allons parler des traitements de l'ostéoporose pour compléter l'émission sur l'ostéoporose que vous pouvez retrouver sur la chaîne et revoir. Je suis le docteur Aline Frazier, je suis rhumatologue ici à l'hôpital Lariboisière à Paris et je suis surtout très investie dans toutes les actions d'éducation thérapeutique du patient. Donc le but aussi de cette émission, c'est de prolonger tous les temps qu'on passe pour que vous soyez informés pour pouvoir vous soigner ou soigner vos proches. Et pour toutes ces actions, je suis fortement aidée par Clémence de Maison, ici présente. Bonjour à tous, je suis Clémence de Maison, je m'occupe des programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie, entre autres, et j'ai bien réceptionné donc toutes vos questions que je vais poser à nos experts tout à l'heure. Et nos experts aujourd'hui, ils sont deux. On a d'abord le professeur Thomas Fonck-Brentano. Je te laisse te présenter, Thomas. Bonjour, merci Aline et Clémence. Bonjour, ravi de vous retrouver depuis la précédente émission. Et effectivement, moi je m'intéresse beaucoup au tissu osseux en général et donc à l'ostéoporose en particulier. Et tu nous as suggéré, et je t'en remercie, d'inviter aussi le professeur Benjamin Salmon. Je te laisse te présenter également, Benjamin. Eh bien, merci, je suis ravi d'être là. Merci de cette invitation qui nous permet un petit peu de reproduire ces échanges tout à fait enrichissants entre nos services. Et donc, je suis le chef du service de médecine bucco-dentaire de l'hôpital Bretonneau à Paris. Voilà, et notre référent principal, je dirais, quand on a des questions sur les soins dentaires chez les patients qui ont besoin d'un traitement pour l'ostéoporose. Alors, avant qu'on commence, on va commencer en fait d'ailleurs. J'ai une première question à vous poser, chacun votre tour peut-être. C'est finalement, une fois qu'on a établi le diagnostic d'ostéoporose et qu'on a confirmé qu'il y avait nécessité d'un traitement, comment vous en parlez à vos patients et quelles sont les questions qui reviennent souvent et comment vous essayez d'y apporter des réponses rassurantes? Oui, alors effectivement, c'est une problématique. Les peurs et croyances autour de la maladie ostéoporotique en général, et en particulier autour des traitements de l'ostéoporose, est quelque chose de très incisif et particulièrement développé, contrairement à d'autres situations qu'on peut rencontrer en rhumatologie évidemment, mais même dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un déséquilibre important entre la peur de la maladie quelque part, mais surtout la peur des effets indésirables des traitements. Et du coup, ça met le patient dans une situation en fait de double peur et souvent de grand inconfort qui l'empêche de débuter sereinement. Donc souvent, moi j'essaye d'anticiper cela parce que c'est tellement récurrent qu'il faut prendre les devants en appréhendant avec le patient justement ce qu'il a en tête et essayer d'aller d'emblée discuter avec des données un peu plus cadrées de ce fameux rapport bénéfice-risque. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas compris quel était l'intérêt du traitement, on a du mal à accepter qu'il y ait un effet indésirable. Tout traitement efficace a des effets indésirables. Ça n'existe pas, un médicament qui n'aurait aucun effet indésirable. Et donc c'est toujours une question de rapport entre les bénéfices attendus et les risques. Et souvent on a tendance à mettre le focus
sur les risques, en particulier les risques dentaires. Et donc là, je pense que c'est super, Benjamin, que tu sois là pour pouvoir essayer de remettre un peu à sa juste place les effets indésirables bucco-dentaires de ces classes thérapeutiques. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est important de prendre ce temps pour que le patient puisse sereinement accepter, comprendre et du coup adhérer au traitement. Et toi, Benjamin, du coup, quand tu rencontres des patients ou des patientes qui viennent te voir en se demandant si c'est prudent pour leur état dentaire de prendre un traitement pour l'ostéoporose, comment se passent les consultations? C'est exactement cette même coordination et ce même message en fait, de balance risque-bénéfice. Je dirais que depuis, c'est un des avantages de la pandémie, cette notion de bénéfice-risque à la faveur des vaccins, finalement, on peut prendre cette même analogie avec ce traitement. Je dois dire que je consacre beaucoup de temps tout simplement à expliquer cet intérêt, à expliquer ce fonctionnement, cet équilibre entre résorption et apposition osseuse, à expliquer finalement ces bénéfices squelettiques et à les mettre en parallèle avec le risque, je dirais, dentomaxillaire, qui a été énormément, si vous me permettez l'expression, diabolisé, avec beaucoup de confusion selon les indications, puisque c'est des classes médicamenteuses qui sont utilisées dans de nombreuses indications, avec cette confusion qu'il peut y avoir entre le champ de l'ostéoporose et le champ de la cancérologie et des pathologies donc onco-hématiques, hein, où là le risque en fait est tout autre. Donc c'est cette notion d'explication, d'information du patient est vraiment pour moi tout à fait fondamentale dans l'explication, mais aussi évidemment dans l'évaluation des risques de manière personnalisée en fonction éventuellement d'autres comorbidités qui doivent être aussi évaluées de manière individuelle pour pouvoir définir au mieux cette balance risque-bénéfice et l'expliquer aux patients de sorte à ce que finalement il soit acteur dans sa prise en charge et tout cela en coordination avec le rhumatologue. Donc je dirais que le rôle du chirurgien dentiste, au-delà en fait du bilan, ça ne va pas être finalement d'indiquer ou de contre-indiquer le traitement, mais ça va être de faire en sorte que le traitement puisse être pris, puisse être délivré aux patients, de sorte, enfin, une fois que la cavité orale en fait, soit dans un état qui soit finalement compatible avec l'instauration du traitement. C'est ça notre rôle de chirurgien dentiste. Et tu soulignais tout à l'heure l'importance en fait de connaître l'un l'autre entre rhumatologue et chirurgien dentiste, les besoins, les difficultés, l'importance des traitements, connaître un petit peu la problématique pour justement pouvoir évaluer chacun de votre point de vue cette balance bénéfice-risque. Tout à fait. Donc ça, c'est ça qui est très très important. Et un premier message, c'est vraiment de dire, certains dentistes n'ont peut-être pas eu l'occasion de se former pour vraiment bien connaître ces problématiques dans le fond. Et s'ils ne sont pas à l'aise, après tout, c'est aussi, c'est peut-être regrettable qu'ils ne sachent pas, mais après tout, il vaut mieux parfois reconnaître quand on n'est pas à l'aise, plutôt que de se lancer dans des choses qui seraient hasardeuses. Et il faut savoir passer la main simplement. Passer la main et transmettre en fait la bonne information, puisque dans ma pratique, c'est vrai que lorsque je reçois en seconde ou en troisième intention des patients qui ont été finalement inquiétés par des messages qui sont pas forcément tout à fait à jour, eh bien cela va semer la confusion et ça conduit finalement à des défauts d'adhérence au traitement, avec des risques au niveau squelettique qui sont considérables pour ces patients. Ça, c'est vrai que Thomas, tu l'avais dit dans l'émission précédente, hein, en fait, l'ostéoporose, c'est un vrai problème de santé publique et on ne soigne pas assez bien les gens. Et les craintes vis-à-vis des risques des traitements font partie des facteurs de mauvais traitement. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que c'est particulièrement le cas en France. Alors, on va accuser personne, hein, même s'il y a eu effectivement quelques émissions grand public qui ont, à mon avis, largement participé à communiquer ces angoisses.
En France, le résultat actuellement, c'est qu'effectivement, on est bon dernier en termes de prise en charge de l'ostéoporose, puisqu'on a moins d'un patient sur 10 qui, après une fracture sévère ostéoporotique, qui justifie, on a tout le niveau de preuve pour démontrer la pertinence de l'indication du médicament et le bénéfice pour réduire le risque de faire des nouvelles fractures. Il y en a moins d'un sur 10 qui va effectivement recevoir ce traitement. Alors, ils vont tous recevoir du calcium et de la vitamine D, je crois qu'on va en parler tout à l'heure. Question dessus après. Mais l'ostéoporose n'a jamais été un manque de calcium et de vitamine D. Ça, c'est une confusion encore qu'on a souvent, qu'on entend tout le temps. Et en revanche, les traitements qui ont réellement démontré leur efficacité antifracturaire ne sont pas prescrits. Et on comprend, hein, un patient qui s'entend dire par son dentiste ou même son médecin traitant, hein, ou parfois même son cardiologue, à savoir pourquoi, si vous prenez ce traitement, je ne vous touche plus. Ça, on l'entend, mais tous les jours en consultation, je ne vous toucherai plus. C'est insensé, c'est insensé. Qu'on dise d'emblée les choses, des ostéonécroses de la mâchoire sous des bisphosphonates, il m'est arrivé d'en voir. Il m'est arrivé d'en voir essentiellement dans le contexte que tu évoquais, qui est le contexte des métastases osseuses ou du myélome ou d'autres maladies rares où on utilise des fortes doses et des doses répétées de bisphosphonates particulièrement puissants. C'est un problème. Personne n'a dit le contraire. Dans l'ostéoporose, ça se compte sur le doigt d'une main à l'échelle de tout un service. Quand on interroge tous nos rhumatologues chevronnés qui ont une expérience forte, peut-être il y a quelques mains qui se lèvent dans la salle pour dire oui, j'ai connu un patient, etc. Et l'autre chose, c'est que quand ça arrive, c'est jamais le lendemain, quoi, hein. C'est au bout de quelques années surtout au bout de 4 ans, hein, Benjamin, qu'on observe une augmentation relative de ce risque, mais qui reste en soi un risque infini. De l'autre côté, tous les jours, là, juste de l'autre côté, en salle d'hospitalisation, on voit des patients qui viennent pour des fractures vertébrales en cascade, des fractures du bassin, qui ont des douleurs pour lesquelles on va être souvent quand même un peu démunis pour essayer de diminuer les choses. Et quand on les interroge, ils avaient fait la fracture du poignet, ils avaient fait la fracture de l'humérus, ils avaient fait une première fracture du tibia, etc. L'ostéoporose était évidente et personne n'a rien fait. Et ça, moi, ça me rend vraiment, ça me met en colère. Je partage tellement ton avis. Il y a énormément de patients qui s'imaginent que certains traitements ou soins bucco-dentaires ne vont plus être permis ou autorisés après la prise de biphosphonate dans un contexte ostéoporotique, enfin, ce qui est absolument une aberration. Toutes les recommandations actuelles nous montrent bien le contraire. Et comme toi, je passe beaucoup de temps à expliquer que ce risque, alors même si on ne peut pas dire qu'il soit inexistant, il est extrêmement rare. Alors c'est ce que j'explique aux patients. Bon, même si on a une incidence de 0,01%, étant donné les millions de patients qui sont traités, il est vrai que ça existe. Et comme on dit, par biais de recrutement dans le service, j'ai été confronté de manière exceptionnelle à quelques cas, mais c'était vraiment dans des conditions qui sont hors du champ du traitement de l'ostéoporose, je veux dire habituelles, à savoir sur des durées de traitement qui, entre nous, peut-être avec... Bon, je parle sous votre contrôle, mais peut-être des ordonnances qui ont été peut-être un peu trop facilement renouvelées, sans forcément le bilan rhumatologique ad hoc, et où on se retrouve avec des patientes qui ont eu 10 ans de traitement. Alors là, peut-être qu'effectivement, en dose cumulée, le risque va commencer à augmenter. Si, conjugué à ça, vous avez d'autres... cofacteurs, enfin un diabète ou surtout des immunomodulateurs ou corticoïdes, là effectivement vous allez majorer le risque. Mais dans un aussi, tabagisme, alcoolisme, c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que les rares complications, effets secondaires
ostéonécrose ont pu être mis en évidence et d'ailleurs assez bien pris en charge, parce que c'est pareil, la prise en charge par rapport au contexte oncologique, même si la traduction clinique finalement est la même, la prise en charge quand même est facilitée dans un contexte ostéoporotique par rapport au contexte oncologique. Tu veux dire qu'on peut soigner l'ostéonécrose? Bien sûr. Alors l'ostéonécrose est quelque chose aujourd'hui qui est quand même qui reste encore. Il y a encore des incertitudes sur un certain nombre d'aspects étiopathogéniques, mais qui est quand même bien classifié avec des stades, des stratégies thérapeutiques en fonction de ces stades et des recommandations internationales, donc des différentes sociétés scientifiques pour la prise en charge de ces ostéonécroses. Il faut bien se rappeler que ce n'est pas non plus, l'ostéonécrose n'est pas finalement une nouveauté liée au biphosphonate, mais dans le passé, notamment les intoxications des travailleurs du phosphore, etc. Puis un certain nombre de parallélismes avec les ostéoradionécroses nous ont permis aussi d'avancer sur le plan non seulement de la prévention, d'appliquer des règles de prévention, mais aussi sur des stratégies thérapeutiques qui ont pu dériver, je dirais, de cette expérience sur ces ostéonécroses que l'on rencontre dans d'autres situations que celle de la prise inhibitoire de la résorption osseuse. Je vais me permettre de répéter quelque chose que tu as dit au cas où ce ne soit pas clair par rapport au bisphosphonate. Tu me diras, Clémence, si toi tu l'avais capté ou pas. C'est que ce traitement, il peut être proposé effectivement dans deux contextes. Soit pour traiter, Thomas, tu l'as redit aussi un petit peu, des métastases osseuses de cancer ou des situations de cancer des cellules sanguines. Et là, on utilise des fortes doses et des doses répétées. Et puis, dans l'ostéoporose, où on va utiliser des doses beaucoup plus modestes, des molécules moins puissamment actives sur l'os, et où on va avoir aussi des recommandations, comme tu le disais, pour limiter le traitement, c'est-à-dire qu'on va être amené à vérifier le bon résultat du traitement et à faire des pauses thérapeutiques quand la situation, le risque de fracture le permet. Je vous rappelle que vous pouvez interagir, commenter, poser des nouvelles questions juste en dessous sur le messenger de l'émission. Et Aline regarde avec son téléphone. Voilà. Et en attendant, à moins que tu aies encore un mot préliminaire. Une toute petite précision, c'est que on a tendance à parfois mettre tous les traitements de l'ostéoporose un peu dans le même sac. Mais il faut vraiment bien comprendre que ce dont on parle là, c'est uniquement pour la classe des médicaments qui bloquent la résorption osseuse, c'est-à-dire les cellules qui vont résorber, grignoter l'os, si vous voulez. Et ça, ce sont les bisphosphonates et le denosumab, dont le nom commercial est le Prolia. Et c'est tout, d'accord ? Dans les autres classes thérapeutiques, notamment les médicaments qui stimulent la formation osseuse, il n'y a aucune complication dentaire, d'accord ? Et donc c'est un non-sujet. Et souvent, voilà, c'est tout pareil. Ouais. Justement, on va détailler un petit peu, puisqu'on a eu tellement de questions qu'on a dû les classer. Donc, ma première question, c'est quels sont les effets secondaires des médicaments qui sont prescrits en cas de forte ostéoporose ? Pourquoi les médecins restent très rassurants, alors qu'en lisant la notice, rien de rassurant du tout ? Quelle confiance puis-je avoir dans les propos tenus du médecin si en lisant la notice, je ne trouve que des raisons d'avoir peur de prendre ce médicament ? Je n'ai rien contre le fait de se soigner pour tenter de ralentir l'ostéoporose, mais je ne peux le faire qu'en connaissance des bénéfices-risques. C'est super, on est parfaitement d'accord. Alors il faut savoir aussi comment sont faites ces fameuses listes de ces fiches qu'on a tous dans nos boîtes de médicaments. En fait, quand vous développez un médicament, vous le développez en suivant des patients qui vont être traités par cette molécule et un autre groupe de patients qui sera traité par un placebo, et suivi pendant une période donnée. Et ensuite, ces deux populations, tout ce qui va leur arriver, mais tout, le fait de se faire cambrioler, oui, c'est à peu près le même. Tout ce qui se passe va être documenté.
ok. Et ensuite, on fait des différences entre ce qui s'est passé dans le groupe avec le médicament actif ou ce qui s'est passé dans le groupe avec le placebo. Mais il y a plein de choses qui vont ressortir qui seront parfaitement anodines, quoi. Donc, à chaque fois qu'on lit une liste, ils sont obligés de marquer tout ce qui s'est passé, mais ce n'est pas forcément pour autant ce qui pose vraiment problème et ce qu'on rencontre fréquemment. Donc nous, quand on est en médecin en consultation, on ne va pas discuter de tout, hein, mais on va se focaliser sur les choses qui sont effectivement fréquentes, qui nécessitent une attention particulière d'éducation thérapeutique pour savoir quoi faire en cas d'eux, et notamment en insistant sur les choses qui sont potentiellement embêtantes, sérieuses, graves. C'est pour ça qu'il y a toujours une discordance. Et puis, donc on parle des effets osseux, secondaires indésirables, mais on ne parle jamais des effets secondaires désirables. Mais il y a aussi des effets désirables, alors qu'eux ne sont pas listés dans ces fiches, dans ces listes, et qui, à mon avis, méritent aussi une certaine attention. Par exemple, les fameux bisphosphonates, ils diminuent le risque de mortalité, ils diminuent le risque de faire une récidive de cancer du sein quand on a déjà fait un cancer du sein, ils diminuent le risque de faire une pneumopathie, allez savoir pourquoi, mais ça a été démontré. Ouais, toutes ces choses-là sont des effets secondaires, mais qui ne sont pas si indésirables que ça. Voilà, donc il faut... Justement, la suite, c'est sur les biphosphonates. Biphosphonates, on a un petit peu abordé déjà, et les risques de nécrose de la mâchoire. Alors, on avait 2 questions. À l'hôpital Lariboisière, on me propose de me prendre Actonel, qui peut entraîner la nécrose de la mâchoire. Point d'interrogation. Une autre question. Il y a quelques semaines, mon généraliste m'a prescrit une ostéodensitométrie en raison de mes facteurs de risque. 60 ans, très mince. Sa mère souffrait également d'ostéoporose. Elle avait pris longtemps pris du Fosamax. Résultat, ostéoporose marquée, surtout au niveau du rachis lombaire, T-score moins 4,3 DS et DMO 0,644, je fais vite. Il m'a donc prescrit pour 3 mois cassite vitamine D et m'oriente vers une rhumatologue. J'y vais cette semaine, mais je crains qu'il veuille me prescrire tous ces médicaments aux effets néfastes, les biphosphonates principalement. Or, j'ai 4 implants dentaires et j'ai très peur de faire ensuite une nécrose de la mâchoire. Mon dentiste m'a dit qu'en comprimé, il n'y a pas de problème car c'est moins dosé qu'en injection. Mais je suis quand même réticente. Y a-t-il d'autres traitements moins nocifs que ces biphosphonates? Alors, plein de questions. Alors, déjà, je pense qu'il faut qu'on évite de parler avec des noms commerciaux. Le risedronate, c'est effectivement un médicament, un bisphosphonate qui se donne en comprimé. Et effectivement, c'est un médicament qui marche pour augmenter la densité minérale osseuse et diminuer le risque de faire des fractures. Et le risque d'ostéonécrose de la mâchoire, comme on le disait tout à l'heure, est très faible, d'accord, en particulier au début du traitement. Alors évidemment, il n'est pas nul, surtout quand on le prend pendant de très nombreuses années. Et donc, l'idée, effectivement, c'est ce qu'on disait en préambule, hein, c'est que il faut essayer de limiter autant que faire se peut ce risque. Mais encore une fois, ce n'est pas le dentiste qui doit poser ou non l'indication ou la contre-indication du traitement. Et c'est là où aussi il faut faire, à mon avis, le distinguo entre 2 situations. La situation la plus courante, c'est une situation de prévention pour quelqu'un qui n'a jamais fait de fracture et qui a une ostéoporose modérée, c'est-à-dire une baisse de la densité minérale osseuse isolée, où le risque de fracture n'est pas très important. Là, je pense que c'est important de prendre le temps de se mettre dans les bonnes conditions et de revenir en toute sérénité sur le début du traitement une fois que, s'il y a des avulsions dentaires, des extractions dentaires à faire, elles ont été faites. La deuxième situation, qui est malheureusement celle qu'on rencontre le plus à l'hôpital, c'est les patients qui viennent parce qu'ils ont déjà fait des fractures récentes, ostéoporotiques, et notamment des fractures sévères, comme une fracture de vertèbre par exemple, qui, je vous le rappelle, parfois passe d'ailleurs inaperçue.
dans cette situation-là, le risque de refaire une fracture sévère dans les 2 ans qui viennent est extrêmement élevé. C'est-à-dire, on a un patient sur 4 qui va faire une nouvelle fracture. Donc là, il y a une urgence à débuter un traitement. Alors, ce n'est pas forcément un bisphosphonate d'ailleurs qui sera mis. Peut-être qu'on agira d'abord vers un traitement anabolique, un traitement qui favorise la formation osseuse, où là, il n'y a pas de problème dentaire. Mais en tout cas, il ne faut pas, dans cette situation, attendre 6 mois, 1 an, parce que les plans de traitement pour les implants, on sait quand on débute, on ne sait pas forcément quand on s'arrête. Et encore une fois, le risque de faire une fracture par rapport au risque de faire une complication bucco-dentaire sérieuse, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Et donc, il ne faut surtout pas commencer à retarder. Et je répète que l'implantologie n'est absolument pas contre-indiquée avant, pendant, après la mise en place d'un traitement par inhibiteur de la résorption osseuse. Alors, là encore, je voudrais lever une confusion, c'est la notion de voie d'administration. Il y a encore cette erreur qui est encore, à mon sens, beaucoup trop généralisée de l'association entre un risque élevé et une voie d'administration intraveineuse par rapport à la prise orale. Donc la perfusion versus le comprimé. Exactement. Et ça vient finalement des toutes premières recommandations de l'APSAPS qui a décrit donc ces premiers effets indésirables lors du déploiement de ces biphosphonates, où, pour schématiser, la prise orale était rattachée à l'indication ostéoporose et donc la perfusion finalement au que champ pour les métastases. en fait, de l'oncologie. Et malheureusement, ce raccourci est resté et persiste. C'est-à-dire que finalement, pour beaucoup de praticiens, chirurgiens dentistes notamment, à partir du moment où il y a une notion d'injection intraveineuse ou donc de perfusion, là ça allume un voyant rouge et ce qui conduit à basculer de manière totalement erronée en fait le patient sur un patient finalement à risque, en tout cas à risque beaucoup plus important d'ostéonécrose, ce qui est totalement inexact, on le sait aujourd'hui, on a suffisamment de littérature scientifique qui le soutient. Donc ça c'est vraiment la première chose. Ensuite, sur l'ostéonécrose, une des questions que me posent mes patients, et d'ailleurs j'y réponds spontanément, je les informe sans même qu'ils me posent la question, c'est finalement pourquoi les mâchoires, quelle est la spécificité de cet os par rapport au reste du squelette, puisque finalement ces imiteurs de la résorption osseuse, ils vont se diffuser dans tout le tissu osseux, mais alors finalement pourquoi est-ce que ces effets indésirables sont majoritairement au niveau des mâchoires? Alors, ces mâchoires, elles ont plusieurs particularités. Il y a une notion de remodelage osseux qui est plus lent, une notion aussi de vascularisation terminale, mais surtout, elles sont finalement au contact de la cavité orale à travers les dents. C'est cette notion-là qui est importante. La bouche est une cavité septique, l'os, donc finalement, vous avez des germes, alors que l'os est une cavité aseptique, donc un derme de germes. Et entre les deux, vous avez les dents. Et donc, si d'une manière ou d'une autre, vous avez une colonisation bactérienne de la bouche vers l'os à travers les dents, parce que vous avez une lésion carieuse, finalement, ce qu'on va appeler un foyer infectieux qui peut être d'origine endodontique, c'est-à-dire vraiment un passage des germes à l'intérieur de la dent, ou une maladie parodontale, c'est-à-dire des tissus de soutien de la dent, la gencive et l'os alvéolaire, eh bien, ces dents et le parodonte ne vont plus assurer cette fonction finalement d'étanchéité entre un milieu qui est plein de germes, la cavité orale de manière naturelle, et l'os, lui, qui est aseptique. Et là, en fait, effectivement, vous allez augmenter le risque. Donc le rôle du chirurgien dentiste, avant l'instauration de ce traitement, eh bien, même si le risque est extrêmement limité, dans le cas de l'ostéoporose, eh bien, on va encore réduire ce risque en allant éventuellement conduire les traitements nécessaires, mais aussi c'est tout le suivi qui doit être maintenu sur le long cours, et finalement qui n'est pas si spécifique que ça, puisque
Si on est dans un état de santé orale classique, ça va être une visite annuelle régulière, finalement, qu'on doit faire avec avec ou ou sans Faites le comme tous, dans la même si traitement. vous n'avez pas d'ostéoporose. Voilà, et je voudrais aussi rassurer nos patients sur un élément, parce que c'est quelque chose auquel on est confronté. C'est l'inquiétude de se retrouver édenté avec des extractions, etc. Parce que tu vas parler très justement, non mais s'il y a des avulsions, il faut le faire avant le soin, mais avant l'instauration du traitement. Mais soigner la bouche, c'est pas forcément Extraire faire des des dents, avulsions dentaires ou extraire des dents. Faire des soins Non, conservateurs en fait, de c'est plus des en soins plus. conservateurs. Et maintenant, on soigne l'intérieur des dents pour retrouver cette étanchéité. Dans certains cas, ça se fait sous microscope. C'est une discipline qui a énormément avancé sur le plan médical et technique. Donc, dans la plupart du temps, on a une approche qui se veut la plus conservatrice possible, des dents. Donc là-dessus aussi, il ne faut pas être inquiet en disant non mais je vais perdre mes dents pour pouvoir accéder à ce traitement c'est ce qu'on anti-ostéoporotique. entend très Voilà. C'est souvent. vrai qu'il y a aussi le terme nécrose, il est quand même super effrayant. On Ouais. se dit Ouais. la mâchoire meurt, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'on y voit tout de suite, on s'imagine qu'il va y avoir Oui. plus rien, qu'on va être défiguré. Ouais. Donc, Et effectivement, et quand bien même, voilà, dans les très rares cas, et on a expliqué les situations tout à fait particulières dans lesquelles ça se produisait, c'est cette os nécrotique qui va se séquestrer. Quand il y a un suivi bucco-dentaire, finalement, on va pouvoir le voir en clinique, ou même il peut y avoir des signes même précliniques. Enfin, le praticien va pouvoir le suivre, l'anticiper et le traiter de manière précoce, parce qu'il y a différents stades, et bien évidemment, donc les thérapeutiques sont bien sûr simplifiées lorsque, quand bien même elle arrivait, cette ostéonécrose va être prise en charge de manière très précoce. Et donc tous les soins conservateurs peuvent se faire sans aucun problème. Je pense que ça c'est contre-indication. très Aucune important de le contre-indication. redire Tout est possible. et de le marteler. Parfois, un certain nombre de collègues dentistes, dis-moi si je me trompe, mais moi j'ai mon impression, c'est qu'ils ne veulent pas d'ennui, ils ne veulent pas prendre en fait un risque, et comme ils ont largement ils préfèrent dire bah, moi je m'occupe plus de vous que d'assumer en fait le soin, ce qui me semble pas forcément être très louable. Alors, Vous le pouvez patient dire va à votre avoir, dentiste, regardez l'émission le Vigo patient TV. va Vous avoir pouvez beau- continuer à me suivre. C'est sûr. Le patient va avoir beaucoup plus de risques, entre guillemets, de perdre ses implants parce qu'il ne va pas avoir une maintenance périimplantaire adéquate, indépendamment du patient. Parce qu'on sait que la périimplantite, c'est-à-dire toutes ces maladies inflammatoires qui, sur le même modèle que les parodontites, c'est-à-dire les maladies inflammatoires autour des dents de la dent naturelle, va aussi exister autour de l'implant. C'est plutôt ces périimplantites qui vont constituer un facteur de risque, effectivement, de survenue d'une ostéonécrose chez des patients qui ont déjà été implantés. Mais là encore une fois, si la maintenance est finalement qui doit faire partie de la maintenance implantaire au quotidien avec ou sans ostéoporose. c'est ça. Si on est dans ce suivi thérapeutique, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait de soucis particuliers à se faire. Alors, Ouais, j'ai prenez deux- vraiment soin de vos dents, hein, c'est hyper important. Ouais. C'est vrai. Bah, justement, J'en j'ai profite. d'autres questions sur les dents. On avance un petit peu. J'ai reçu une perfusion d'Aclasta en mai 2024. Je dois porter un appareil d'orthodontie pendant 2 ans. Aucun problème au vu de la radio faite par l'orthodontiste. Un peu de perte osseuse, mais rien de grave. Tout est sain. Donc, l'orthodontie est-il compatible avec ce traitement Aclasta? Merci pour votre réponse qui est importante pour ma décision. Alors, c'est une excellente question. Au niveau des traitements orthodontiques, je ne pense pas c'est pas que je ne pense pas, c'est qu'à proprement parler, encore une fois, il n'y a pas de contre-indication au traitement orthodontique, je veux dire au motif du risque d'ostéonécrose. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que mobiliser des dents, eh bien, ça repose sur un mécanisme de résorption et d'apposition. Forcément, pour que la dent puisse se déplacer en fait, dans l'os,
dans le sens de la déplacement, vous allez avoir besoin de manière physiologique en fait, d'avoir une résorption osseuse donc, qui soit efficace. Et de même, à l'opposé, il faut que vous ayez une construction osseuse. Donc, de par son effet finalement squelettique, à savoir donc d'inhibition de cette résorption, vous pouvez avoir un ralentissement de ce traitement orthodontique, donc des résultats moins prévisibles. Mais effectivement, ce n'est pas en soi une contre-indication au traitement orthodontique. Je tiens à préciser, alors là je parle chez l'adulte, mais on a, ce qui est intéressant aussi, c'est là, pour répondre pleinement à la question de parler de l'enfant, puisque le traitement orthodontique, l'alignement, généralement, ça touche principalement les enfants. Alors, on a des données chez des enfants qui ont reçu des biphosphonates dans un autre contexte, qui est celui de l'ostéogenèse imparfaite, notamment. Et dans la littérature, il n'y a aucun cas à ce jour décrit de survenue d'ostéonécrose chez ces populations pédiatriques. Donc c'est quand même un élément important. Et donc, dans notre service où on abrite un centre de référence donc des maladies rares du métabolisme phosphocalcique, et effectivement, on prend en charge d'un point de vue orthodontique ces patients, sans que cela constitue une contre-indication au traitement orthodontique. Là, c'est vrai que c'est une situation bien particulière, effectivement, où les dents peuvent être aussi atteintes dans cette ostéogenèse imparfaite. J'ai beaucoup aimé dans la question le fait que on dise qu'il y avait une insuffisance osseuse. Bah oui, quand on n'a pas beaucoup d'os partout, on n'en a pas beaucoup aussi dans la mâchoire. Et l'ostéoporose, c'est vraiment une maladie diffuse. Et donc, il ne faut pas oublier qu'effectivement, cette ostéoporose, elle touche aussi les os qui soutiennent les dents. Oui. Et juste rappeler qu'en effet, pour soutenir ce qui a été dit avant, dans l'ostéoporose, c'est une perfusion 5 mg une fois par an. Dans toutes ces indications oncologiques de métastase osseuse, on est sur une perfusion tous les mois. D'accord ? Donc, alors c'est du 4 mg, bref, c'est 10 fois la dose. 10, c'est une échelle de 1 à 10 et c'est très clairement ces complications liées à la dose. Sur une échelle de 1000 en termes de risque. 1000 fois plus important Et donc, ma dernière question sur le biphosphonate, obligé de l'arrêter car gastrite et oesophagite, que faire ? Alors là, on s'éloigne un tout petit peu des dents pour aller un peu plus loin Mais c'est une problématique rencontrée ça reste l'entrée du tube digestif. Ça reste, effectivement. Oui. Alors ça, c'est une vraie contre-indication, un effet indésirable qui contre-indique la poursuite de ce médicament par voie orale. Alors pourquoi diable est-ce qu'on fait des œsophagites ? Eh bien, figurez-vous que le risedronate ou l'alendronate, tout ça, ce sont des acides. C'est de l'acide risedronique ou de l'acide alendronique. C'est acide. Acide comme l'aspirine, l'acide salicylique. C'est acide. Si vous le mettez sur la muqueuse, ça va irriter directement. Alors, c'est pour cette raison qu'on demande aux patients de le prendre dans un grand verre d'eau et de surtout pas se recoucher après l'avoir pris pour pas que ça reste coincé et que ça remonte, parce que en fait, cette acidité peut être toxique. Donc si par ailleurs, pour d'autres raisons, on a déjà une inflammation de l'œsophage, il ne va pas falloir rajouter quelque chose. Donc ça, si on est dans cette situation-là, je pense qu'il faut arrêter le traitement, mais pas forcément arrêter le traitement de l'ostéoporose, parce qu'il y a la voie intraveineuse qui là, il n'y a plus du tout de problème. Il n'y a plus de problème. Alors j'en profite pour vous dire qu'il y a une formule particulière d'acide alendronique qui est tamponnée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un pH très acide, ils se sont débrouillés pour tamponner. Alors c'est une formulation effervescente. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais ça diminue en fait les sensations d'acidité et les douleurs. Parce que c'est une chose d'avoir une œsophagite, c'est-à-dire une réelle inflammation. C'en est une autre d'avoir des symptômes un peu douloureux sans œsophagite. C'est-à-dire que c'est une sorte de niveau inférieur. Et dans ces cas-là, un certain nombre de patients peuvent être soulagés et prendre le traitement de façon efficace sans avoir mal à l'estomac ou à l'œsophage. C'est
peut-être l'occasion aussi de dire que sur les traitements par comprimé, ce n'est pas des prises quotidiennes. Non, ouais, tu fais bien de le rappeler. C'est des prises alors qui sont soit hebdomadaires, soit mensuelles pour certaines formes. Euh, euh, bon, bah voilà, Ça effectivement. aussi, ça Ouais. permet de limiter quand même l'irritation par rapport à si on était obligé de Ouais. le prendre tous les jours. Oui, oui. On a arrêté de prendre les formes tous les jours. Au début, c'était ça, hein. Ouais. Mais on est passé à autre chose pour que ce Ouais. soit plus facile à prendre. Mais le problème, bah, c'est qu'un patient sur deux, en pas fait, oublier. on le sait très bien, hein. Même si vous nous dites oui, je On le le prends sait. toujours très bien. Dans la réalité, en fait, un patient sur deux a arrêté de prendre son traitement au bout de 6 mois. Et bah, donc, ça marche moins bien quand on le prend Forcément. pas. D'où l'intérêt de la perfusion une fois par an, où finalement vous passez une demi-heure une fois par an, et puis après vous n'avez plus besoin d'y penser. Donc c'est un côté C'est assez aussi confortable. pratique. Cette notion d'observance, ça me fait aussi penser à la notion d'arrêt des traitements en cas de soins. C'est pareil, c'est quelque chose qui est important Ah oui. d'éclaircir. Dans la littérature, là, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun intérêt à faire arrêter une pause. ou interrompre le traitement en fait, pour des soins dentaires, hein. Donc ça, c'est une chose aussi qui est vraiment Ouais. importante. Bien établi. Alors ça, c'est Ok. spécifique en particulier au biphosphonate. Il faut savoir que c'est un diesel, hein. C'est un médicament qui met du temps à agir et qui reste longtemps. Donc une fois qu'il est parti, bah, il est parti, mais il faut le faut temps lancer. de le lancer. Et puis bah, si on arrête de le prendre, en fait, il continue d'agir. Pendant, pas infiniment, mais par exemple après une perfusion, on sait qu'il a des effets qui se prolongent plusieurs années. Donc en effet, ça n'a aucun sens de dire d'arrêter avant de faire des soins. Parce que le message derrière ça, c'est qui est vraiment très très important, c'est vu l'intérêt thérapeutique au niveau squelettique, pour moi c'est inconcevable de retarder, je veux dire, l'instauration d'un traitement, surtout quand on est dans un contexte fracturaire, au motif, sur un motif en fait bucco-dentaire. Cette notion-là est aussi importante. Il y a soin et soin. Il faut dissocier en fait la phase d'assainissement qui effectivement, dans la mesure du possible, doit être conduite avant l'instauration du traitement si on veut vraiment réduire au maximum ce risque. Les phases dites de restauration ou de réhabilitation prothétique qui peuvent très bien être faites une fois le traitement engagé. Donc voilà, il y a ce synchronisme et cette coordination qui peut se faire facilement entre le chirurgien dentiste et le rhumatologue. Ouais, super, merci. J'ai eu également des questions sur le Prolia, denosumab. Prolia est un traitement à risque. Dès qu'on arrête le traitement, la fracture s'installe directement. Que pensez-vous du Prolia? Joli comme reçu. Alors là, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. Joli comme reçu. Non, c'est toujours la même chose. On passe d'une précaution et d'un principe de précaution à l'extrême inverse où on dit que ça donne des fractures immédiatement. Je crois qu'il faut savoir aussi relativiser un petit peu et remettre les choses à leur juste valeur. C'est un médicament puissant. C'est un médicament puissant qui, contrairement au bisphosphonate, lui, c'est pas un diesel, c'est Un turbo. un turbo. Enfin, disons qu'il a un effet on-off, c'est-à-dire que c'est un turbo, de durée assez courte. Et on sait effectivement que son action sur la résorption osseuse va être très rapide et assez profonde, mais qu'au bout de 6 mois, bloup, ça remonte. C'est pour ça qu'on refait des injections au bout de 6 mois. Effectivement, surtout quand on a été exposé à ce traitement pendant de nombreuses années et qu'on n'a pas reçu des bisphosphonates avant, ça réduit quand même pas mal le nombre de personnes concernées, hein. Effectivement, si on l'arrête sans rien faire derrière, ce qu'il ne faut jamais faire, on a un phénomène dit de rebond. C'est-à-dire que ce n'est même pas juste un rebond, c'est que la résorption devient même plus importante que ce qu'elle était au départ. Et donc ça, c'est une situation qu'il faut à tout prix éviter. Et donc ça veut dire que quand on part sur ce traitement, on sait qu'on part sur une séquence de traitement. D'ailleurs, c'est vrai avec tous les médicaments finalement. On part sur une séquence de traitement. Il viendrait à personne
de diabétiques, par exemple, sous insuline, de se dire, Tiens, j'arrête mon insuline du jour au lendemain. Okay. Non, parce qu'en fait, si on l'arrête, assez vite, le sang, le glucose, il va remonter dans le sang. C'est exactement la même chose avec l'ostéoporose. Si on arrête un médicament qui a une durée d'action limitée, l'os il revient à son niveau de départ assez rapidement. Et c'est là qu'en effet, il y a une augmentation dite paradoxale du risque de fracture, essentiellement dans les premiers mois, années qui suivent l'arrêt, c'est-à-dire à partir de 6 mois après la dernière injection. Mais du coup, on va le prendre à vie? Alors, soit effectivement, on le prend, on le débute chez les gens chez qui on sait qu'en fait, on ne va pas l'arrêter. Soit, quand on est arrivé à un stade où le niveau de risque est suffisamment faible pour qu'on se dise maintenant ça va, on se fait un relais. Souvent par un bisphosphonate qui, lui, va avoir un effet plus longue durée. Malgré cela, on sait qu'il peut y avoir une petite perte osseuse quand même. Mais souvent, quand on fait ce relais, on n'a quand même pas trop de problèmes de fracture. J'ai une question également sur Forsteo teriparatide. Quel traitement après Forsteo 18 mois injectable? Donc ça, c'est une super question qui vient directement dans la suite. Je te félicite, Clémence. C'est patient. Et effectivement, là aussi, le teriparatide, alors lui, c'est un médicament qui agit vraiment... on est obligé de le piquer tous les jours. Pourquoi? Parce que sa durée d'action est très courte. Et donc, dès qu'on arrête en fait, ce médicament, là aussi, au bout de quelques mois, en fait, si on ne fait rien derrière, on revient au niveau de départ. Et les injections qu'on s'est fait quotidiennement pendant 1 an et demi, finalement, au bout de 6 mois, si on n'a pas fait de relais, on en revient à la case départ. Donc là aussi, quand on débute ce traitement, moi, toujours, j'explique au départ, attention, on va faire ça pendant 6 mois, pendant 18 mois, parfois même un peu plus. Bon, on dit qu'il n'y a aucun problème dentaire sous ce traitement, mais que très clairement, on fera un relais par un autre médicament qui va avoir un mode d'action différent. Ça peut être un bisphosphonate. Dans les ostéoporoses les plus sévères, ça pourrait être du dénosumab pour maintenir en fait cette densité élevée et ce risque très faible. Et la situation idéale, moi j'ai plein de patients qui avaient une ostéoporose sévère, un peu comme le cas décrit par notre patiente tout à l'heure, avec une densité très faible au rachis, déjà des fractures de vertèbres ou de bassin. Je les traite pendant 18 mois avec le teriparatide. La densité augmente de façon spectaculaire. On se fait une perfusion d'acide zolédronique au bout de ces 18 mois. Et puis, on se dit bonjour une fois par an ou tous les 2 ans après, parce que derrière, c'est calme. Et donc ça, c'est une séquence qui, je pense, a sa place. Aujourd'hui, on est limité dans les indications de remboursement de ce médicament en première intention, mais là aussi, c'est Bercy qui a décidé, ce n'est pas la science. C'est une situation qui devrait être, à mon avis, proposée plus souvent parce qu'en un temps très court, on arrive à être très efficace. Et du coup, à moins exposer les patients à des traitements et à diminuer encore le risque d'effets indésirables. Oui, parce que là, la dose cumulée, finalement, est liée à une seule injection. Exactement. Alors qu'on sait très bien que nous, le risque d'ostéonécrose avant 3-4 ans, pour un peu, il n'est pas mesurable. C'est epsilon. Alors on sort juste une petite, excuse-moi de te couper la parole, ma chère Clémence. Juste pour dire, c'est intéressant ce que tu disais, c'est que finalement l'ostéoporose, c'est une maladie où on dit vous avez un risque de fracture et les principes du traitement, ça va être de rapprocher votre risque du risque des personnes qui n'ont pas d'ostéoporose, de remonter votre densité osseuse pour que finalement votre risque de faire des fractures redevienne normal au lieu d'être excessif du fait de cette maladie. Je pense que c'est intéressant de réfléchir aussi en termes de risque et de retour à la normale pour comprendre les principes aussi qui vont guider le traitement et le suivi. Alors pour la suite, parce que l'heure tourne, calcium et vitamine D, c'est énervant d'un médecin à l'autre, on entend tout et son contraire. Je ne sais plus à qui faire confiance. Il y a des études qui montrent que le lait n'est pas si bon que cela. Et puis le calcium, on trouve dans d'autres aliments. Qu'en pensez-vous? Alors j'en pense qu'en effet, on dit tout et son contraire. Et avec souvent beaucoup d'emphase et de conviction qui repose sur un niveau de preuve qui est quand même assez faible. En fait, on se trompe de communication. L'ostéoporose n'a jamais été un manque de calcium
ou un manque de vitamine D. Ça, c'est d'autres maladies, c'est des diagnostics différentiels qui existent et le bénéfice démontré du calcium et de la vitamine D est réservé à certaines populations. Par exemple, les patients très âgés institutionnalisés ou d'autres patients qui ont d'autres maladies, des insuffisants rénaux, etc. Ou des gens qui ont une chirurgie bariatrique, chirurgie de l'obésité, où là, effectivement, il y a des problèmes d'absorption importants qui font qu'il peut y avoir ce problème-là. Mais dans la population générale, en fait, le calcium et la vitamine D n'est pas le traitement. Pour bien vous essayer de schématiser, l'ostéoporose, c'est un manque de masse osseuse, un problème d'architecture osseuse. Donc si on fait le rapprochement avec l'architecture, un bâtiment, c'est un manque de poutres, si vous voulez, de fondation. Okay. Le calcium et la vitamine D, ça va être nécessaire pour mettre le ciment sur ces fondations. D'accord ? Donc évidemment, si on n'a déjà pas beaucoup de poutres et qu'en plus on n'a pas de ciment, ça n'aide pas. Donc c'est important d'avoir suffisamment de calcium et de vitamine D, de ne pas en manquer pour minéraliser correctement ces fondations, son tissu osseux en collagène principalement. Par contre, si on a balancé du ciment en excès, ne va avoir aucun impact à part que ce soit un peu sale. Et par exemple, on aille déposer des calculs dans les reins de calcium, etc. Et donc, il ne faut pas se tromper de message. Il faut avoir suffisamment de calcium, privilégier les apports alimentaires. Je vous renvoie vers le site du Griot où on peut calculer ses apports alimentaires en calcium. Et je vous rappelle que les objectifs, c'est 1 gramme par jour. Facile donc, à retenir. Le Griot, c'est GRIO, c'est la société savante de toutes les maladies osseuses. Et je suis sûr que ce sera dans les légendes en dessous de la vidéo. Vous aurez vos ANC, vos apports nutritionnels conseillés en calcium. Voilà. La vitamine D, c'est pareil. Il faut être sûr de ne pas en manquer. Alors quand on en manque, parce qu'il est très très bas, là, il faut en prendre suffisamment pour pouvoir remonter son stock. Une fois qu'on est à son stock, on en prend de façon un peu à petite dose, sur des doses usuelles. Ça suffit. Mais en aucun cas, le fait de prendre du calcium et de la vitamine D seul, chez quelqu'un qui a une ostéoporose avérée, ne soit la solution. D'accord. Et pour l'ostérose, il n'y a pas que le calcium qui est important et le magnésium? Alors le magnésium, le sélénium, la vitamine K, il y a plein. Encore une fois, c'est pas tellement le problème. Et je crois qu'il faut distinguer, et je pense qu'il y a des questions aussi sur l'activité physique. Oui, juste après. Sur l'activité physique, tout ça est évidemment très bien. Et moi, je suis ravi de favoriser l'activité physique. Moi-même, j'adore ça et je trouve que c'est très important. Mais il faut dissocier deux situations. La situation de prévention primaire chez les gens qui sont en bonne santé et qui n'ont pas de fracture, d'accord, de la situation de la maladie ostéoporotique fracturaire avec des fractures, où là, évidemment que c'est positif et qu'il faut le faire, mais ça ne sera pas suffisant si on n'a pas de médicaments, d'agents pharmacologiques qui viennent corriger les choses. Donc là, tu réponds également à la question suivante qui est l'exercice physique, marche, exercice, kiné, sont-ils bénéfiques pour l'ostéoporose? C'est bénéfique pour plein de choses. Pour plein de choses. Pour l'os. Alors pour l'os, c'est vrai que toutes les activités qui seront en charge mécanique vont stimuler notre squelette. Notre squelette, il a des récepteurs à la pression. C'est un tissu fabuleux. Et il s'adapte à la gravité en permanence. C'est pour ça que quand on envoie Thomas Pesquet dans l'espace, il se fait une perfusion d'Aclasta avant d'y aller. Pourquoi? Parce que s'il est en apesanteur, il va perdre très rapidement de l'os. Pourquoi? Parce que son organisme va économiser de l'énergie. Plus de gravité, plus besoin d'avoir un os très solide. Il n'a pas eu d'ostéonécrose? Non, je crois pas. Et pourquoi on a pris Aclasta? On aurait dû l'inviter. Voilà, la prochaine fois. Alors, j'ai 65 ans et je n'ai pas de traitement médicamenteux pour l'instant. Je fais de l'activité physique adaptée, musculation avec charge pour le rachis et impact sur le sol pour les fémurs. Pour le rachis, j'utilise l'Ostéios, le stimulateur vertébral inventé par Luc Lallemand, prix du ministère de la Santé, médaille d'argent du concours Lépine 2024. Pour mes exercices physiques, je m'inspire de l'étude Lift More et de l'article suisse « L'exercice physique pour prévenir ou traiter l'ostéoporose » de Sabrina Morel et Thomas Gross. Bien entendu, je veille à une bonne alimentation avec des protéines en quantité suffisante. Je prends de la vitamine D.
Quelle est la position des experts en rhumatologie quant à la place de l'exercice ciblé en matière de prévention, voire de traitement de l'ostéoporose? Et connaissez-vous ce dispositif Ostéios? Oui, donc je crois que j'ai un peu déjà déploré ma réponse et mon point de vue. C'est que évidemment, on est toujours favorable à l'exercice physique en charge en particulier. Et donc, on a plein d'études qui montrent l'impact positif de l'activité physique en charge avec diverses méthodes, diverses techniques sur les paramètres osseux. Sur le risque de fracture, c'est un peu moins clair. Pourquoi? Parce que c'est comme tout, hein, il y a la notion d'observance. La notion d'observance, il y avait une étude très intéressante qui comparait un groupe traité avec un médicament, je crois que c'était le Résidronate, un groupe traité avec de l'activité physique et un groupe combiné. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était de voir, mais c'était une étude un peu de vraie vie. Ouais. Et ben en fait, le programme d'activité physique, matin, midi et soir, tous les jours ou 3 fois par semaine pendant un an, fallait le tenir. et ben, le pourcentage de patients qui tenaient le truc était finalement moins bon que le pourcentage de patients qui prenaient correctement le Résidronate dans cette étude. L'impact sur la densité minérale osseuse était positif, il était un peu moins puissant qu'avec le médicament. Et donc c'est toujours la même question, c'est d'où on part et quel est son risque. Si notre risque est faible, bah, évidemment, c'est une excellente chose. Quand on a déjà une maladie sévère avec plusieurs fractures, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Ça ne peut que aider. Mais c'est probablement pas suffisant. Ouais. Et moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Non, mais moi, je ne veux pas entendre parler de vos médicaments qui vont me donner, qui vont m'empoisonner. Par contre, je veux faire du sport. Vous n'avez pas besoin de venir me voir pour faire du sport. Mais voilà, je crois qu'il faut savoir aussi rétablir une certaine vérité. Je me permets de rajouter une question qui n'est pas dans le chat, mais qui me vient, qu'une patiente m'a posée l'autre jour. C'est au contraire, j'ai une ostéoporose, j'ai une fragilité osseuse, j'ai peur de faire du sport. Ah oui, alors par contre, ça c'est très, très fréquent. Et là, je pense que on peut rassurer vraiment les patients. Alors attention quand même, moi j'ai vu, et notamment dans des études, la fameuse étude dont je parlais, ils avaient un programme très intense avec port de charge assez lourde, genre CrossFit quoi. Vous voyez, je vois bien. Et donc c'est plus ou moins adapté à certaines personnes. Et on a une malheureuse patiente qui s'était fait une fracture vertébrale parce qu'elle soulevait des charges en faisant, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin voilà, vous m'avez compris, l'haltérophilie. Ça, je pense que c'est toujours la même chose. C'est une question de dose et il faut que ça soit fait en juste mesure. Mais par exemple de la course à pied La course à pied, la marche tout simplement, hein, la marche, le même une certaine forme de gym, pour la contraction musculaire. Il y a beaucoup d'interactions entre le muscle et le tissu osseux et donc tout ce qui va être effectivement en charge, on n'a pas besoin de faire des choses extrêmement violentes pour faire les choses. Alors, on n'est pas obligé de faire que la natation. Alors la natation, effectivement la natation, on dit que ça ne fait rien sur l'os. Je ne suis pas complètement sûr. Effectivement, on est en apesanteur, hein, donc il n'y a pas cet effet mécanique, mais il y a quand même cet effet musculaire qui, à mon avis, participe à la qualité osseuse et musculaire aussi et diminuer le risque de chute parce que jusque maintenant on parle que de densité osseuse mais il y a aussi la fonction musculaire qui est importante et le risque de chute qui est hyper important parce que quand on se casse souvent c'est parce que certes on a les os fragiles mais aussi on est tombé. Et pour l'anecdote, vous pouvez mastiquer également puisque vous avez aussi une stimulation osseuse de l'os alvéolaire. Voilà. On le saura. C'est aussi un sport. C'est aussi un sport. L'hôpital Lariboisière serait-il intéressé par un test en bonne et due forme du stimulateur vertébral utilisé par ces personnes? Oui, je crois que c'est évidemment une très bonne suggestion, je vous remercie. Je pense qu'avant de valider ou non une méthode thérapeutique,
on est obligé de passer par la case évaluation avec un groupe A, un groupe B, suivi pendant une période donnée. Tout le monde part en même temps, arrive en même temps, et on choisit des critères d'évaluation. Par exemple, la densité minérale osseuse, idéalement la réduction du risque de fracture, mais là il faudrait un nombre de participants très important, mais je pense que c'est important. Par exemple, il peut aussi y avoir des effets indésirables de ce genre de méthode. C'était le cas d'une autre plateforme qui faisait des vibrations en fait. Alors les vibrations stimulaient le squelette, amélioraient un certain nombre de paramètres osseux, mais par contre les patients avaient en fait une mauvaise tolérance de ces vibrations qui leur donnaient des tendinites, des douleurs, etc. Et donc finalement ça ne s'est pas développé. Donc quoi qu'on fasse, il faut être rigoureux et évaluer les choses correctement. L'ostéoporose entraîne une perte de minéraux, mais aussi de la trame protéique de l'os trabéculaire, et les minéraux ont donc moins de place pour se fixer, si j'ai bien compris. Savez-vous si ces petites cloisons qui s'entrecroisent à l'intérieur de l'os, microarchitecture, peuvent repousser et se rejoindre petit à petit, et ainsi accueillir des minéraux supplémentaires, consolidant ainsi l'os? Puis-je donc espérer, grâce à l'activité adaptée, récupérer mes petites cloisons et fortifier encore davantage mes os? Alors là, chapeau, parce que vous avez tout compris. On sent que vous rentrez dans le détail, vraiment à l'intérieur de l'os. Effectivement, vous avez bien raison. Il y a en permanence dans ce tissu qui me passionne un équilibre entre ce qui va être détruit et ce qui va être renouvelé, ce qui va être stimulé. Et en fait, les cellules qui vont construire de l'os, elles ont besoin de se rattacher à une trame en fait, pour ensuite s'accrocher et puis fabriquer un tissu nouveau. Donc quand il n'y a plus beaucoup de trames, il y a moins de tissu sur lequel venir se stimuler et se raccrocher pour fabriquer de l'os. Donc c'est sûr qu'idéalement, il faut commencer toutes les mesures avant que l'os soit totalement vide, encore que c'est rarement le cas. Mais les traitements anaboliques qui vont stimuler la formation osseuse, donc principalement les agents pharmacologiques évidemment, vont effectivement stimuler cette formation osseuse. Alors l'activité physique aussi, très clairement, que ce soit dans des modèles expérimentaux ou chez l'humain, on voit bien que quand on augmente les contraintes, on augmente la formation osseuse. Pour augmenter la formation osseuse, il faut aussi avoir des apports. Alors on parle tout le temps de calcium et de vitamine D, mais en protéines. Le tissu osseux, c'est des protéines qu'on assemble pour faire du collagène de type 1. Et si on est dénutri, qu'on manque de carburant, on ne peut pas fabriquer cet os nouveau. Donc les apports alimentaires sont hyper importants. Et là, on a une chance, c'est qu'on est en France et qu'on a des très très bons fromages et produits laitiers. Il y a tout dedans. Protéines, calcium. Et notamment dans ces populations âgées dont je parlais tout à l'heure, il y a une étude assez magnifique donc de gériatrie qui a démontré le bénéfice très net du fait de rajouter un morceau de fromage et un laitage par rapport aux maisons de retraite qui n'avaient pas ce petit... ça a diminué le nombre de chutes, ça a diminué le nombre de fractures de hanches de la même proportion que le ferait un traitement médicamenteux. Donc, vous voyez que dans certaines populations très bien sélectionnées, les seules mesures nutritives ont un impact majeur. Alors, mes deux dernières questions. Quel est le nom de ce traitement efficace pour l'ostéoporose qui n'est pas disponible en France, dont vous parliez lors de la précédente émission Vigo TV sur l'ostéoporose? J'en ai eu des messages là-dessus. Mettez-nous au moins sur une piste. Où le trouver? Allemagne, Bruxelles? Ou au moins le nom de la molécule? Est-ce denosumab? Alors non, c'est pas le denosumab. Celui-là, on l'a depuis longtemps. D'ailleurs, il y a un générique qui devrait sortir bientôt. Donc ça fait plus de 20 ans. Non, c'est le romosozumab. À vos souhaits. Ça y est, vous avez attendu un an. Romozo, son nom commercial, c'est Evinity. Evinity, on s'en souvient plus facilement. Alors, où le trouver? C'est partout, c'est facile, c'est partout. Partout sauf en France. On est le seul pays à ne pas avoir ce médicament. Il était pourtant autorisé par l'Europe, autorisé par la HAS, mais ils ne sont pas mis d'accord sur le prix.
et ils exigeaient un prix du laboratoire qui était tellement à perte que le laboratoire a dit bah non, attendez, je veux pas, c'est pas possible. Donc bah voilà, énervez-vous. Moi je suis énervé. Énervez-vous Évidemment, quand nous tous les ensemble, médecins peut-être ça fera s'énervent. changer les choses. Ça n'a pas d'impact. Si les patients, Le peuple. non mais c'est vraiment ça, si Mais les oui. patients, les patientes, et il y a des actions avec les associations de patients, notamment de la FLAR, prennent ce problème, vous serez beaucoup plus entendus et vous serez beaucoup plus écoutés. Là, en plus, santé de la femme, il y a un filon hein, en ce moment, et je pense que c'est justifié. Et donc, c'est totalement anormal, c'est même scandaleux qu'on n'ait pas accès à ce traitement qui est particulièrement efficace. En 1 an de traitement, on a effectivement une efficacité qui est très importante. Et pour juste compléter par rapport aux risques bucco-dentaires, ils sont exactement les mêmes, enfin, d'après les études hors France, que biphosphonate et denosumab, c'est à peu près comparable. Merci. Et donc, ostéoporose induite par les médicaments, ce serait bien aussi de parler des médicaments qui donnent de l'ostéoporose, comme l'étrézole qui m'a donné de l'ostéoporose au bout d'1 an. J'avais déjà eu de l'ostéoporose à cause du cortencil pendant plus d'1 an pour une PPR, pseudo-polyarthrite rhizomélique. Oui, alors c'est un autre chapitre, il va falloir pour l'année refaire une prochaine. 3e émission. Hein. C'est un chapitre très important. Hein. Il y a effectivement des situations où on perd plus d'os. Alors ça peut être des maladies et ça peut être des médicaments. Et donc notre principe de prise en charge au départ, c'est justement de rechercher toutes ces situations qui peuvent favoriser cette perte osseuse pour mieux dépister, essayer de voir si on peut corriger les choses. Donc quand il s'agit de médicaments comme les anti-hormonaux pour voilà, diverses situations, ou les corticoïdes, eh ben, on sait que ça met les patients plus à risque, donc mieux les dépister très tôt et puis peut-être introduire un traitement préventif au début de l'évaluation chez les patients qui sont à risque. Et là, on a des recommandations et on a au sein du GRIO dont je fais partie l'objectif de faciliter en fait la communication autour de ces problématiques pour que nos collègues soient peut-être plus à l'aise pour prendre leur stylo et prescrire ou taper sur l'ordinateur et vraiment prescrire ces médicaments en prévention sans avoir besoin de voir un rhumatologue. On a passé en vue quasiment tous les traitements de l'ostéoporose, mais il y en a un dont on n'a pas parlé, pour lequel on n'a pas eu de questions, ce sont les traitements hormonaux de la ménopause. Ah oui. Oui, tout à fait. C'est un médicament qui est très peu utilisé en France depuis, là aussi, beaucoup de communication négative sur les effets, sur les risques, que ce soit de cancer du sein ou les risques vasculaires, de phlébite ou d'AVC. C'est effectivement un médicament qui peut être... en fait, ces risques-là, au schéma, en tout cas européen ou français, est beaucoup plus faible que dans le schéma américain, dans une population plus à risque. Et donc, on se rend compte que finalement, il est peut-être moins important dans notre population et qui a son intérêt, notamment pour augmenter la densité minérale osseuse. Alors, surtout quand on prend des doses d'œstrogène assez importantes. Mais c'est vrai que ça fait partie de la communication avec le gynécologue, hein, dans les choix, les options thérapeutiques qu'on a chez une femme récemment ménopausée qui a des troubles du climatère, c'est-à-dire des bouffées de chaleur en général. C'est un médicament dont on sait qu'il va avoir un effet osseux positif et finalement décaler la perte osseuse induite par la carence en oestrogène. Alors évidemment, le jour où ça sera arrêté, on aura simplement gagné quelques années, mais c'est déjà ça. Mais si on devait perdre de l'os, on le perdra quelques années plus tard. Donc un effet désirable. Un effet tout à fait intéressant, voilà, s'il y a des troubles du climatère par ailleurs. Moi, je ne le prescris pas, d'ailleurs, j'en parle, et c'est une coopération interprofessionnelle avec le gynécologue, parce que c'est pas moi qui vais faire la surveillance du traitement hormonal de la ménopause, j'en suis parfaitement capable. Merci. Merci pour toutes a ces informations. Fait un beau passage en revue de tout ça, plein d'informations. Moi, ce que je retiens, c'est si vous avez l'ostéoporose, c'est important de vous soigner avec des traitements vraiment efficaces,
Ce qui n'empêche pas que pour votre hygiène de vie générale et encore plus si vous avez une maladie chronique, eh ben, il faut faire de l'activité physique régulière, il faut prendre soin de vos dents et il faut avoir une alimentation tout simplement équilibrée. C'est beau, non? C'est bien. Et on se retrouve dans un mois, un petit mois, pour parler de l'activité physique adaptée avec le docteur Philippe Pizzuti, qui est rhumatologue libéral et qui avait envie de partager avec nous tout ce qu'il sait, puisqu'il s'est beaucoup documenté et formé sur les modalités d'accès à l'activité physique adaptée quand on est atteint d'une maladie chronique. Voilà, vous saurez tout sur le sport santé. Merci beaucoup. Encore merci, Merci Thomas, à vous. merci Benjamin. Merci à J'espère que vous. vous n'avez Avec pas quelque plaisir. chose là à dire de brûlant avant qu'on arrête. J'espère qu'on a répondu aux interrogations qui, je sais, Sinon, sont nombreuses des patients ouais. et voilà, qu'on aura été convaincants. Sinon, on se retrouve l'année prochaine. On reste là pour vous. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.